La première lueur de l'aube se faufilait à travers la fenêtre de ma chambre pendant que je fixais le plafond, comptant les fissures qui y formaient un réseau semblable à une toile d'araignée sur sa surface pâle. 15 ans s'étaient écoulés depuis ce mardi pluvieux où mon univers s'était effondré. Je n'avais que 7 ans lorsque mes parents biologiques, Sarah et Michel Dubois, m'avaient abandonné sans même un mot d'adieu, disparaissant de notre modeste appartement parisien du 13e arrondissement. Mes premiers souvenirs ne sont désormais que des fragments, le parfum de lavande de ma mère, le rire grondant de mon père, la façon dont il dansait dans notre minuscule cuisine en écoutant des disques de Sinatra. Puis vint le silence. Je me souviens être resté des jours entiers assis près de la fenêtre, regardant les gouttes de pluie dévaler le vitrage, persuadé qu'à chaque voiture passant, il reviendrait. Chaque soir, l'allée déserte semblait se moquer de l'espoir d'un enfant. C'est finalement Madame Leroux, la voisine, qui me retrouva. Les autorités affirmaient que j'avais été seule pendant 3 jours. À l'époque, je ne comprenais pas le sens du mot « abandon », mais j'appris à en goûter l'amertume à chaque anniversaire qu'ils ratèrent, à chaque matin de fête des mères dépourvues de leurs pas dans le couloir. Parfois, les gens partent parce qu'ils n'ont pas le choix, pas parce qu'ils le veulent, me répétait Marthe Renaud, ma mère adoptive, lorsque je la trouvais en pleurs. Elle ne disait jamais de mal d'eux, ne remplissait jamais ma tête d'hypothèses ou de reproches. Marthe avait 52 ans lorsqu'elle m'accueillit, ancienne institutrice retraitée aux yeux bienveillants et aux mains perpétuellement imprégnées de l'odeur de pâte à biscuits, elle transforma sa maison de style colonial à Versailles en mon sanctuaire. Les planchers qui grinçaient et les étagères usées offraient une stabilité bien plus réelle que celle que j'avais connue. Elle n'eut jamais la prétention de remplacer mes parents, préférant créer un espace où un autre genre d'amour pouvait grandir. « Tu n'es pas défini par ceux qui t'ont abandonné, Jacques », me disait-elle en me caressant les cheveux, alors que nous nous balancions sur le vieux fauteuil de la véranda. « Tu es défini par la manière dont tu choisis de vivre malgré tout. » L'école devint mon champ de bataille. Je m'asseyais au fond de la classe de Madame Wilson en CM1, sursautant à chaque fois que l'on évoquait les parents lors de la journée d'orientation ou des projets de la fête des mères. Les enfants peuvent être cruels sans même y penser. Où sont tes vrais parents ? Demandait-il à la récréation. T'ont-ils laissé tomber parce que tu étais mauvais ? Ces questions piquaient comme des orties sur une peau nue. À 13 ans, la colère s'était cristallisée en moi. Je restais éveillé, imaginant des confrontations, exiger des explications, lancer des accusations. Dans ces rêveries, ils avaient parfois d'extraordinaires excuses, agents secrets, kidnappés ou victimes d'amnésie. Mais, à mesure que l'adolescence cédait la place à l'âge adulte, ces chimères cédaient la place à une vérité plus simple et douloureuse, ils avaient choisi de partir. Je me suis plongé dans les études, déterminé à devenir quelqu'un qui vaille la peine d'être gardé. Marthe soutenait chacune de mes ambitions sans broncher, allant jusqu'à vendre la broche ancienne de sa grand-mère pour m'acheter un ordinateur dès que je manifestais de l'intérêt pour la programmation, me conduisant à des compétitions de débat à travers la région parisienne, et m'écoutant lors de récitals interminables lorsque, pendant un bref instant, je croyais pouvoir maîtriser le violon, je n'y arrivais pas. Les soirées d'hiver dans notre vieille maison se passaient autour de grandes tasses de chocolat chaud près de la cheminée, Marthe me racontant des histoires de ses années d'enseignement pendant que je m'acharnais sur des problèmes de calcul différentiel. Elle n'avait jamais eu d'enfant biologique, je n'ai jamais trouvé le bon partenaire de danse, plaisantait-elle avec un clin d'œil, mais elle m'avait élevé avec une complétude si féroce que la génétique en devenait secondaire. En terminale à l'université Paris-Dauphine, alors que j'étudiais la gestion financière, je découvris une boîte de lettres dans le grenier de Marthe, alors que je l'aidais à faire le ménage. Des dizaines de lettres, rédigées de sa main mais signées des noms de mes parents biologiques. Il m'avait demandé de ne jamais te parler, avoua-t-elle ce soir-là, les mains tremblantes autour de sa tasse de thé. Il m'avait contacté par l'agence environ 1 an après que je t'ai adopté. Il disait ne pas être capable d'être parent, mais voulait que tu aies quelque chose d'eux. Alors, c'est elle qui lui écrivit des lettres d'anniversaire, des notes de Noël, des félicitations pour des réussites qu'il ne verrait jamais, tous ces mots qu'il ne pouvait ou ne voulait exprimer. Elle créa une réalité alternative où il se souciait de moi, où il veillait de loin, où ils étaient fiers. Je suis désolée si j'ai outrepassé les limites, murmurait-elle. Je ne pouvais supporter que tu penses ne pas être aimé. Je n'étais pas en colère. Comment le pourrais-je ?
À cet instant, je compris que l'amour ne coulait pas dans le sang des Dubois, mais dans les innombrables heures que Marthe avait consacrées à combler le vide qu'ils avaient laissé. Les années passèrent. J'obtins mon diplôme avec mention, décrochai un poste à la banque Wellington dans le centre de Paris, et achetai un appartement donnant sur la Seine. Marthe rayonnait de fierté à chacune de mes réussites, bien que des problèmes de santé commencèrent à la ralentir. D'abord, l'arthrite plissa ses doigts jadis agiles, puis une affection cardiaque nécessita des visites bi-hebdomadaires à l'hôpital Saint-Antoine. Je la fis venir vivre dans ma chambre d'amis, que je transformai en un havre parsemé de ses livres favoris et des couronnes de patchwork qu'elle avait réalisées au fil des ans. Les rôles s'inversèrent, je devins le soignant, celui qui se souvenait des rendez-vous médicaux, qui lisait à voix haute lorsque ses yeux se fatiguaient à déchiffrer les petits caractères de ses romans policiers bien-aimés. « Tu n'as jamais cherché à les retrouver », remarqua-t-elle un soir alors que nous regardions le soleil peindre la rive d'or. Elle n'avait pas besoin de préciser de qui il s'agissait. « Non », répondis-je simplement. « À quoi bon ? Pour trouver une sorte de clôture, peut-être ?» Je méditais ces mots, observant un voilier glisser sous le pont-neuf. Je crois que j'ai trouvé ma clôture ailleurs. J'attrapais sa main fine, désormais fragile comme du papier mais toujours chaleureuse de tout l'amour qu'elle avait offert, avec la famille que j'ai choisie. Le sourire de Marthe ce soir-là fatigué mais sincère me parut être l'absolution pour un crime que je n'avais jamais commis. Le crime d'avoir été abandonnée. Ce que je ne lui dis jamais, c'est que j'avais cherché. Une fois. Un détective privé les avait localisés à Lyon. Ils avaient 2 autres enfants, une maison confortable en banlieue, et appartenaient à un club privé. Ils avaient simplement recommencé, comme si les 7 premières années de ma vie de leur vie n'avaient été qu'une répétition générale. Je n'ai pas approfondi. Que pourrais-je leur dire ? Qu'auraient-ils à offrir pour panser la fracture laissée par leur absence ? Certaines blessures ne sont pas faites pour être rouvertes. Certaines questions sont mieux laissées dans l'ombre de nos souvenirs. J'ai donc bâti ma vie autour des certitudes que je pouvais contrôler, ma carrière, mon domicile, ma relation avec la femme qui m'avait choisi quand mon propre sang avait décidé que je ne valais pas la peine d'être gardée. Alors que la santé de Marthe déclinait, je trouvais la paix en sachant que, bien que mon histoire ait débuté par l'abandon, elle ne serait pas définie par celui-ci. Puis Marthe mourut. Et tout ce que je pensais savoir sur mon passé se heurta violemment à mon présent. La pluie tambourinait sur les parapluies noirs comme des doigts impatients alors que nous nous rassemblions au cimetière du Père-Lachaise, lieu de repos choisi par Marthe. Elle y avait passé d'innombrables après-midi dominicaux à flâner parmi ses arbres centenaires et ses tombes illustres, carnet de croquis à la main. « Quand mon heure viendra, disait-elle, déposez-moi dans un lieu avec une belle vue et en bonne compagnie. » Sa concession donnait sur un petit étang où, en été, les canards se rassemblaient. La cérémonie attira de nombreux convives malgré la pluie battante. D'anciens élèves, aujourd'hui quarantenaires aux cheveux grisonnants, se tenaient aux côtés de voisins de Versailles, de membres de son club de lecture, et de bénévoles d'un programme d'alphabétisation auquel elle avait consacré sa retraite. Marthe avait touché bien plus de vie que je ne l'avais imaginé. Chaque personne en deuil portait en elle une histoire. Comment elle restait après les cours pour aider des élèves en difficulté, comment elle distribuait des soupes lors des maladies, comment elle se souvenait des anniversaires avec des cartes manuscrites bien après que d'autres s'étaient tournés vers les vœux numériques. Je me tenais près du cercueil, mon costume noir trop serré au col. Le pasteur Durand, de l'église réformée de Paris, prononçait l'éloge funèbre. Ses paroles me submergeaient, enseignante dévouée, esprit compatissant, foi inébranlable, sans parvenir à percer l'engourdissement qui m'habitait depuis que j'avais trouvé Marthe ce matin-là, paisible dans son sommeil mais indéniablement partie. Caroline, la voisine, serra mon bras. « Elle était si fière de toi, Jacques, murmura-t-elle, son accent parisien s'épaississant d'émotion. Elle parlait de toi tout le temps lors de nos déjeuners entre femmes. » Je hochai la tête, incapable de prononcer le moindre mot. La semaine écoulée avait été un flou de préparatifs funéraires, d'appels de condoléances et de réunions juridiques. Marthe avait tout laissé si minutieusement organiser son testament, ses assurances, même les instructions détaillées pour la cérémonie, jusqu'aux lys blancs et aux hortensias bleues qui ornaient désormais son cercueil. Ce qu'elle ne m'avait pas préparé, c'était la nouvelle stupéfiante annoncée par son avocat, Richard Blanchard, lors de notre rencontre préliminaire. Marthe Renaud,
ma discrète et modeste mère adoptive qui faisait ses courses en solde et achetait ses vêtements dans les rayons déstockés, avait laissé derrière elle une succession d'une valeur d'environ 70 millions d'euros. De l'argent de vieille famille, expliqua Richard. Son grand-père fut l'un des premiers investisseurs dans plusieurs sociétés pharmaceutiques. Elle vivait des intérêts, faisait d'importantes donations aux associations éducatives et restait discrète. Elle tenait à ce que tu ne sois pas élevé avec le moindre sentiment d'indemnité. Je digérais cette révélation lorsque le pasteur Durand invita les convives à partager leurs souvenirs. Le professeur Williams, de l'université de la Sorbonne, évoqua les contributions de Marthe à la recherche sur l'alphabétisation des enfants. Madame Abernathy se remémora leur amitié de 60 ans, débutée le premier jour de maternelle. Chaque récit dressait un portrait plus complet de la femme qui m'avait sauvée, dévoilant des facettes que je n'avais jamais vraiment comprises. Alors que le dernier intervenant concluait, un remue-ménage à l'arrière de la salle attira des regards interloqués. Deux silhouettes s'avancèrent à travers la foule, un homme grand aux cheveux noirs parsemés de gris et une femme mince vêtue d'une robe noire élégante, tous deux paraissant avoir la cinquantaine. Quelque chose dans leur démarche assurait fit naître en moi un vague sentiment de déjà-vu, tel un cauchemar à moitié oublié. Le regard de la femme croisa le mien à une vingtaine de mètres, et soudain, j'avais de nouveau 7 ans, la voyant emballer un sac pour la nuit. Nous reviendrons demain, Jacques. Sois sage. Sarah et Michel Dubois. Mes parents biologiques. Ma gorge se serra comme saisie par des mains invisibles. Il semblait prospère, soigner le costume sur mesure de Michel et le collier de perles de Sarah évoquait la vie confortable qu'il s'était bâtie sans moi. Ils s'avancèrent avec l'assurance arrogante de ceux qui se considèrent proches de la famille, hochant la tête solennellement aux convives interloqués qui se faisaient larguer pour leur laisser le passage. « Jacques » dit Sarah en me prenant les mains. Sa voix était exactement comme je m'en souvenais, douce mais ferme, semblable à du velours étiré sur de l'acier. Nous sommes venus dès que nous avons appris la nouvelle. Je fis un pas en arrière, trébuchant presque sur une composition florale. « Comment avez-vous ? L'annonce du décès de ta mère était dans le monde, interrompit Michel, tendant la main comme si nous étions de simples collègues d'affaires. Nous avons suivi tes traces, de loin. Par respect. Le mot « respect » résonna comme une gifle. Caroline regarda entre nous, l'air perplexe. Jacques ? Qui sont ces gens ? Avant que je ne puisse répondre, Richard Blanchard apparut à mes côtés, sa présence apaisante. Peut-être vaudrait-il mieux poursuivre cette conversation après la cérémonie, suggéra-t-il doucement. Mais Sarah restait imperturbable. Nous sommes tes parents, déclara-t-elle assez fort pour que les personnes à proximité entendent. Sa main se posa avec possessivité sur mon bras. Tes vrais parents. Des murmures parcoururent l'assemblée. Je me sentis étourdi, le sol semblant se dérober sous mes pieds. 15 années de contenance soigneusement bâtie menaçaient de s'effondrer tandis que passé et présent s'entrechoquaient violemment. Ce n'est pas le moment, parvins-je à dire entre ses dents serrées. Nous ne sommes pas d'accord, répliqua Michel, sa voix reprenant le ton autoritaire des réprimandes de mon enfance. La famille doit être unie dans la douleur. La notion de famille. L'audace de cette affirmation ralluma en moi une colère longtemps endormie. Où était cette sollicitude familiale quand ils avaient quitté un enfant de 7 ans ? Où était cette dévotion lors des pièces de théâtre scolaires, des remises de diplômes, des fièvres et des cauchemars ? Le pasteur Durand, sentant la tension, s'approcha de moi. Amis, conservons l'atmosphère digne que Marthe aurait souhaitée. Une réception aura lieu à la salle paroissiale après l'inhumation. Michel fit un signe en direction du cercueil, son expression soudain grave. Nous sommes ici pour rendre hommage à la femme qui a pris soin de notre fils. Nous aurons l'occasion d'échanger après. Notre fils. Ce pronom possessif résonnait en moi tel un faux accord dans une mélodie familière. Je remarquai alors le jeune couple maladroitement posté derrière eux, un homme et une femme dans la vingtaine, portant une ressemblance frappante avec Michel et Sarah. Les frères et sœurs que je n'avais jamais connus. La cérémonie se poursuivit, mais je n'entendis presque plus les dernières prières ni le lent abaissement du cercueil. Mon esprit fourmillait de questions. Comment m'avait-il retrouvé ? Que pouvait-il bien vouloir après tout ce temps ? Le poids de leur présence écrasait ma poitrine,
rendant chaque respiration un effort conscient. À la réception dans la salle paroissiale, je suivais machinalement les rituels du deuil, acceptant des plats préparés, remerciant les convives, hochant la tête au récit sur la bonté de Marthe, tout en prenant conscience que mes parents biologiques arpentaient la salle tels des politiciens, se présentant comme « la famille de Jacques », devant des personnes interloquées qui n'avaient jamais entendu Marthe évoquer leur existence. « Ils t'ont abandonné », chuchota Caroline en aidant à disposer les desserts sur le buffet. Marthe me l'avait dit il y a des années. Comment ose-t-il se pointer maintenant ? Je n'avais aucune réplique. L'absurdité de l'après-midi me laissait sans voix, agissant en pilote automatique. À travers la foule, j'aperçus les regards inquiets des enfants de Sarah et Michel, mes demi-frères et sœurs qui semblaient gênés mais curieux, échangeant furtivement des regards en ma direction. Richard Blanchard se posta près de mon coude, son expression grave. « Nous devons discuter », dit-il à voix basse. Les Dubois réclament des explications concernant la lecture du testament. Le testament, répétai-je, confus. Aujourd'hui ? Ils insistent, répondit Richard, son désaccord se lisant sur la ligne tendue de sa bouche. J'ai expliqué que cela sortait de l'ordinaire, mais ils sont obstinés. Ils mentionnent devoir retourner à Lyon demain. Comme toujours, ils avaient tout planifié. Quelle que soit la crise de conscience ou la curiosité qui les avait amenés à Paris, tout devait s'inscrire dans leur agenda. Très bien, déclarai-je, soudain exténué par tout cela. Passons à autre chose. Richard hocha la tête et s'éloigna pour prendre les dispositions nécessaires. Je me retrouvai seul près de la cafetière, observant des parents éloignés et d'anciens collègues de Marthe échanger souvenirs et essuyer leurs larmes. Ce jour aurait dû être dédié à honorer sa mémoire, à amorcer le processus d'adieu. Au lieu de cela, il était devenu l'affrontement d'un passé abandonné et d'un futur incertain. Sarah s'approcha, portant 2 tasses de café. « Noir avec un sucre », dit-elle en m'en tendant une. « Tu le prends toujours comme ça ?» Le fait qu'elle se souvienne de la manière dont j'aimais mon café à 7 ans, une imitation d'enfant du goût de mon père, me fit plus mal qu'un oubli. « Que faites-vous ici ?» demandai-je enfin en acceptant le café sans le boire. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. « Nous voulions être là pour toi. Quand nous avons appris la mort de Marthe. » Après 15 ans de silence. Sarah afficha une expression gênée. Nous pensions que c'était mieux ainsi. Une coupure nette. Marthe était d'accord. Marthe le savait ? La trahison résonnait comme un coup violent. Pas au début, précisa-t-elle rapidement. Nous l'avons contacté environ 1 an après que je t'ai été confiée. Nous voulions nous assurer que tu allais bien. Les lettres du grenier. La connexion fabriquée que Marthe avait maintenue en leur nom. Ma tête pulsait sous le poids des implications. Nous avons fait une erreur, Jacques, continua Sarah, sa voix basse. Nous étions jeunes, dépassés. Les affaires de Michel se détérioraient, nous faisions face à la faillite. Nous pensions que tu méritais mieux que ce que nous pouvions offrir. Alors, vous m'avez laissé seule dans un appartement vide. Nous avons appelé les services sociaux depuis la route, se défendit-elle, bien que ses yeux se baissèrent vers ses chaussures coûteuses. Nous nous sommes assurés que quelqu'un viendrait. Avant que je ne puisse rétorquer, Richard fit signe du bout de la main depuis l'autre bout de la salle, où plusieurs personnes se rassemblaient dans le bureau du pasteur Michel, leurs enfants, et quelques-unes des amies les plus proches de Marthe. « Il est temps, » dit Sarah. « Nous devrions écouter ensemble ce que Marthe désirait, en tant que famille. » Je ris presque de l'absurdité. « Nous ne sommes pas une famille, » déclarai-je en posant le café non entamé. « Nous sommes des étrangers partageant un ADN commun. Ne confonds pas les deux. » Je m'éloignai, sentant son regard peser sur mon dos. Quoi qu'il arrive dans la lecture du testament, quelles que soient les révélations qui nous attendaient dans ce bureau, j'avais l'intuition que ma vie soigneusement reconstruite était sur le point de changer de nouveau sans mon consentement, tout comme ce jour de pluie à Paris il y a 15 ans. Le bureau du pasteur Durand semblait trop exigu pour contenir la tension accumulée. Des bibliothèques garnies d'ouvrages théologiques et de photos de famille veillaient sur notre réunion inconfortable. La pluie tambourinait toujours contre la fenêtre, fournissant un fond rythmique. À ce silence pesant, Richard Blanchard disposa méthodiquement des papiers sur le bureau du pasteur.
Ses lunettes à monture argentée captaient la lumière lorsqu'il leva les yeux vers notre assemblée singulière, moi-même, les Dubois, leurs enfants, présentés sous les noms d'Elisa et Daniel, Caroline, le pasteur Durand, et Madame Abernathy, la plus vieille amie de Marthe. Ceci est pour le moins irrégulier, commença Richard, son accent parisien se faisant plus prononcé sous la tension. Une lecture officielle aurait normalement lieu dans mon bureau la semaine prochaine, mais compte tenu de circonstances inhabituelles. Michel Dubois s'éclaircit la gorge. Nous te remercions de nous recevoir, monsieur Blanchard. Nous avons un vol pour Lyon demain soir. Bien sûr, tout était prévu. Leur chagrin, tout comme leur manière d'assumer leur paternité, obéissait à un planning strict. Avant de commencer, poursuivit Richard, je dois préciser que le testament de Marthe a été mis à jour il y a seulement 3 mois, avec une pleine vérification de sa lucidité par 2 médecins indépendants. Michel et Sarah échangèrent un regard. Ce détail semblait les intéresser particulièrement. Marthe Renaud a laissé des instructions précises pour aujourd'hui, dit Richard en sortant une enveloppe scellée de sa mallette. Elle m'a demandé de lire cette lettre en premier, avant que ne soient dévoilés les détails de sa succession. Mon cœur se serra. Marthe avait anticipé cet instant, sachant d'une manière ou d'une autre que sa mort provoquerait cette collision entre passé et présent. Avait-elle prévu l'apparition des Dubois? Y avait-il eu des communications dont j'ignorais l'existence? Richard brisa le sceau et déplia la lettre avec une révérence presque sacrée. Il se racla la gorge et commença à lire. « Mon cher Jacques, si cette lettre est lue, c'est que j'ai enfin entrepris ce voyage que nous devons tous un jour faire. J'espère que mon départ ne t'aura pas trop peiné, tu sais combien je déteste être un fardeau. » Un léger rire complice rompit la tension, si typique de Marthe, toujours soucieuse de ne pas déranger même dans la mort. Je suppose que cette journée a attiré des invités inattendus. Les Dubois m'ont contacté à plusieurs reprises au fil des ans, notamment après que mes importantes donations, mentionnées dans les registres publics, ont suscité leur intérêt. Leur désir de renouer semblait s'être intensifié après qu'un article du journal Les Affaires eût évoqué mes liens familiaux. Sarah se tortilla sur sa chaise. Le visage de Michel resta impassible, bien qu'un muscle se contractât à la mâchoire. J'ai vécu une vie chanceuse, Jacques. Les investissements de mon grand-père m'ont offert des ressources que je n'ai jamais méritées, mais que j'ai essayé d'utiliser avec sagesse. J'ai tenu ma fortune à l'écart des regards, non par honte, mais parce que l'argent change la façon dont on te perçoit, dont on t'évalue. Je voulais que tu développes un caractère indépendant de toute considération financière. Richard fit une pause, prit une gorgée d'eau avant de continuer. Si les Dubois sont présents, comme je le suspecte, j'ai quelque chose à leur dire également. Michel se redressa, son attention se focalisant. La main de Sarah se posa sur son genou, en un geste à la fois solidaire et avertisseur. J'ai longtemps nourri de la colère à votre égard, Sarah et Michel. Non pas pour le choix que vous avez fait, la vie est complexe, et je ne prétendrai pas en comprendre tous les aspects, mais pour la manière dont vous l'avez fait, abandonnant un enfant de 7 ans à affronter l'abandon sans explication ni réconfort. Pour les années de silence qui ont suivi. Pour l'amnésie commode des anniversaires et des Noëls. Pour apparaître maintenant, alors que les registres publics suggèrent qu'il y avait quelque chose à gagner. Le silence tomba comme un coup près. Même la pluie sembla suspendre son cours. Et pourtant, vos actions ont permis que j'aie une vie, et pour cela je ne peux que ressentir de la gratitude. Tu as été la plus grande joie, le privilège le plus profond de mon existence. Ma vision se brouilla. Caroline me tendit silencieusement un mouchoir. Richard poursuivit, j'ai pris des dispositions pour toutes les parties impliquées, que monsieur Blanchard vous expliquera sous peu. Mais d'abord, je veux que chacun ici comprenne que la famille ne se définit pas uniquement par le sang ou par des documents légaux. La famille se construit par la présence. Par le fait d'être là, jour après jour. Par le choix d'aimer quand c'est difficile. Par le sacrifice, la célébration et tous ces moments ordinaires entre les deux. Les mots de Marthe planaient dans la pièce, sa voix presque tangible à travers la lecture soigneuse de Richard. Je la voyais assise dans notre cuisine, une tasse de thé à la main, délivrant ses vérités douces mais implacables. Lorsque Richard reposa la lettre, Michel Dubois s'éclaircit la gorge. Très émouvant, dit-il, bien que son ton laissait transparaître le contraire. Mais pouvons-nous aborder maintenant les questions pratiques ?
Richard lui lança un regard qui aurait pu glacer la scène. Nous procéderons quand je le jugerai opportun, monsieur Dubois. Élisa, leur fille, semblait de plus en plus mal à l'aise, son regard oscillant entre ses parents et moi. Daniel fixait le sol d'un air résolu. Maintenant, reprit Richard en ouvrant un porte-document en cuir, concernant la succession de Marthe-Éléanore Renault, évaluée à environ 65 millions d'euros à ce jour. Nous connaissons le montant, interrompit Michel. Sarah lui toucha le bras pour le prévenir, mais il continua, sa voix gagnant en assurance. Ce dont ma femme et moi voulons discuter, c'est de notre droit à une part significative de cette succession. Un murmure parcourut la salle. Madame Abernathy marmonna quelque chose qui ressemblait étrangement à « quelle audace !» « Droit légitime », répliquai-je, retrouvant enfin ma voix. Michel se tourna vers l'Assemblée, adoptant la posture assurée de celui habitué aux présentations en conseil d'administration. Ce que la plupart d'entre vous ignorent, c'est que Marthe Renault était, en réalité, la seconde cousine de Sarah. La grand-mère de Sarah et la mère de Marthe étaient sœurs. Cela était une révélation pour moi. Je regardai Richard, dont l'expression ne trahissait rien. Nous avons rapporté des documents, ajouta Sarah en sortant un dossier de son sac à main de créateur. Acte de naissance, registres familiaux. Bien que Jacques ait été légalement adopté par Marthe, poursuivit Michel, nous avons conservé notre lien biologique, et par extension, notre relation familiale avec Marthe. Nous sommes, en fait, ses plus proches parents de sang. Mon esprit s'emballa. Avait-elle su cela au moment de m'adopter ? Est-ce pour cela qu'elle avait été choisie plutôt qu'un couple plus jeune ? De plus, insista Michel, nous disposons de preuves de l'intention de Marthe de reconnaître notre place légitime dans l'héritage familial. Il exhiba un email imprimé. Marthe nous avait contacté l'année dernière à propos d'une réunion familiale qu'elle organisait. Elle y mentionnait explicitement « rétablir les choses » et « honorer les liens familiaux anciens et nouveaux ». Caroline ricana bruyamment. Est-ce pour cela que vous ne l'avez jamais vue ? Jamais appelé ? Jamais envoyé une carte d'anniversaire pendant 15 ans ? Parce que vous vous sentiez si lié à la famille ? Notre relation avec Jacques est compliquée, intervint Sarah doucement. Mais notre relation avec la succession de Marthe est très claire. En tant que ses plus proches parents de sang, c'est scandaleux, m'interrompis-je, la colère éclatant enfin. Vous m'avez abandonné. Vous m'avez laissé sans un regard en arrière. Et maintenant, vous voulez réclamer son argent ? Juste sur la base d'un lien familial que vous n'avez reconnu qu'au moment où cela vous arrange financièrement ? Le visage de Michel se durcit. Les tribunaux reconnaîtront notre droit, indépendamment de ta réaction émotionnelle, Jacques. La succession de Marthe devrait naturellement revenir à ses proches de sang. C'est simplement l'ordre des choses. L'ordre des choses, répliqua Madame Abernathy d'une voix tremblante d'indignation. Je connais Marthe Renault depuis 60 ans, jeune homme. Elle avait elle-même son propre ordre des choses. Richard s'éclaircit la gorge d'un ton autoritaire. Puis-je reprendre la lecture effective du testament, plutôt que d'écouter des revendications spéculatives ? Nous sommes prêts à faire preuve de raison, insista Michel, ignorant son interjection. Nous comprenons que Marthe a prévu une part pour Jacques. Nous ne contestons pas cela. Mais l'essentiel de la succession, l'argent de famille, doit revenir à la lignée familiale. Et vos enfants dans tout ça, demandai-je, regardant Élisa et Daniel, qui semblaient espérer disparaître. Auront-ils aussi droit à une part de ce magot, ou faut-il être abandonné pour en hériter ? Ça suffit, s'exclama Sarah, perdant peu à peu son calme. Nous avons fait une seule erreur. Une seule. Nous étions jeunes, désespérés, vous aviez 32 ans, rétorquai-je. Ce ne sont pas des enfants. Et nous ne sommes pas ici pour ressasser le passé, affirma Michel d'un ton ferme. Nous sommes là pour parler de la succession de Marthe. 70 millions d'euros sont en jeu, et c'est tout ce qui compte pour vous, n'est-ce pas, me lançai-je, me levant, incapable de rester assis. L'argent. Pas Marthe. Pas la femme qui a élevé votre fils abandonné. Pas sa vie ou ses volontés. Juste ce que vous pouvez extraire de sa mort. Le pasteur Durand tenta d'intervenir. Peut-être devrions-nous prendre un moment ?
Non, coupa Michel, se levant pour me faire face directement. Soyons clairs. Marthe Renaud est décédée avec une fortune considérable, héritée de sa famille, une famille qui inclut ma femme. Nous avons établi notre lien de sang et notre droit légitime. Nous comptons contester tout testament qui ne reconnaîtrait pas cette réalité. La menace planait dans l'air tel un nuage de fumée. Richard Blanchard resta imperturbable. Avez-vous terminé, monsieur Dubois? Michel acquiesça sèchement. Très bien. Richard ajusta ses lunettes. Car Marthe avait anticipé votre revendication. En fait, elle avait consigné chaque contact de votre part durant les 15 dernières années. L'intérêt soudain survenu après la parution de son histoire familiale dans la newsletter de la Société historique. Les emails envoyés après que sa donation à l'Institut de technologie de Paris eut fait la une du magazine des Anciens, la carte de Noël arrivée uniquement après que son nom eut orné le mur des donateurs de l'Orchestre de Paris. Il ouvrit un autre dossier. Elle avait également enregistré sa réaction à votre abandon initial de Jacques, les rapports de police, les dossiers de placement en urgence, l'évaluation psychologique ayant conclu que Jacques avait été seul pendant près de 3 jours avant d'être retrouvé. Sarah pâlit visiblement. Même la confiance de Michel sembla vaciller. Marthe était bien des choses, poursuivit Richard, d'un ton posé. Une enseignante, une philanthrope, une mère aimante. Elle était aussi méticuleuse, avant-gardiste et quand il le fallait redoutable. Il tourna une page du testament. Maintenant, devons-nous poursuivre avec ces instructions concernant sa succession, ou préférez-vous continuer à avancer des revendications déjà anticipées et traitées? Michel s'assit lentement. Les jointures de Sarah blanchissaient autour de la sangle de son sac à main. La tension dans la pièce monta d'un cran alors que Richard préparait la lecture du testament qui validerait soit la revendication audacieuse des Dubois, soit y mettrait définitivement fin. Je fermai les yeux un instant, pensant à Marthe, à sa douceur et sa force tranquille. Quoi qu'il arrive, cela reflèterait son dernier acte de protection, sa dernière leçon sur le véritable sens de la famille. Le dernier testament de Marthe-Éléanore Renaud, commença Richard, sa voix tranchant la tension tel un couteau dans la soie. Étant en pleine possession de mes facultés. La voix de Richard Blanchard, empreinte d'une autorité discrète, transforma le modeste bureau du pasteur Durand en une sorte de salle d'audience. Dehors, la pluie s'était enfin arrêtée, laissant derrière elle ce calme étrange d'après-tempête qui rend chaque son plus insistant. Le dernier testament de Marthe-Éléanore Renaud, répéta Richard, son accent parisien donnant du poids à ses mots. En pleine possession de mes moyens, je déclare par la présente que ceci constitue mon testament final, annulant tout testament et codicilles antérieurs. La préambule juridique se déroula des formules standards sur les dettes et les frais funéraires. Michel Dubois jeta un coup d'œil à sa montre avec impatience. Sarah gardait une expression maîtrisée, bien que ses doigts continuassent de tripoter nerveusement le fermoir de son sac. Pour ce qui est de la répartition de ma succession, poursuivit Richard, son ton changeant subtilement à l'approche du cœur du document, j'ai été béni de ressources bien au-delà de mes besoins. Ces bénédictions ne sont pas le fruit de mon mérite, mais le fruit du hasard de la naissance et de la prévoyance de mon grand-père, Harold Renaud, dont les investissements pharmaceutiques se révélèrent plus fructueux qu'il ne l'aurait imaginé. Madame Abernathy acquiesça avec compréhension. Elle connaissait Marthe depuis assez longtemps pour saisir l'histoire familiale. Il a toujours été de ma vie de gérer ses ressources avec responsabilité, lut Richard. Pour les utiliser en faveur de l'éducation, de la communauté, et pour nourrir le potentiel là où je l'ai trouvé. En mourant, je souhaite poursuivre ce mandat. La tension se faisait plus épaisse. Même le pasteur Durand se pencha légèrement en avant. À cet effet, je décrète la répartition de ma succession de la manière suivante. Michel se redressa dans sa chaise, l'expression impatiente. Sarah posa une main apaisante sur son genou, et je remarquai la lumière se refléter sur sa bague de fiançailles, un imposant diamant. Et d'abord, à mon fils, Jacques-Thomas Renaud, je lègue mes effets personnels, mes livres et la maison de Versailles dans laquelle nous avons construit notre vie ensemble. J'avale difficilement ma salive. Marthe avait officiellement changé mon deuxième prénom de Michel à Thomas lors de mon adoption, un détail que j'avais presque oublié. Et de plus, je lègue à Jacques la somme de 5 millions d'euros, à verser immédiatement après mon décès, sans aucun trust ni restriction.
5 millions. Ce montant me parut à la fois immense et dérisoire. Aucune somme ne pouvait mesurer ce que Marthe m'avait apporté, ni ce que j'avais perdu avec son départ. Le reste de ma succession, poursuivit Richard, jetant un regard furtif vers les Dubois, soit environ 65 millions d'euros à la date d'aujourd'hui, sera réparti de la façon suivante. L'atmosphère se fit presque irrespirable. Je pouvais entendre la respiration de Michel rapide, empreinte d'attente. 20 millions d'euros serviront à financer le fonds éducatif Marthe Renault, destiné à offrir des bourses aux enfants placés et aux adoptés à travers l'Île-de-France. Jacques Renault en assurera la gestion principale, avec la supervision d'un comité composé d'éducateurs sélectionnés par l'Association des enseignants de France. Richard tourna la page. Le visage de Michel rougit légèrement, mais il conserva sa posture assurée. 15 millions d'euros permettront de créer le fonds de recherche médicale familiale Renault à l'hôpital Saint-Antoine, se concentrant spécifiquement sur la prévention et le traitement des maladies cardiaques dans les zones défavorisées. Une autre page se tourna. Les doigts de Sarah, jusque-là agités, s'enfoncèrent dans le genou de Michel. Les 10 millions d'euros seront donnés à la Banque alimentaire de Paris et au programme de lutte contre la faim à travers toute la région parisienne. La démolition méthodique des attentes des Dubois se poursuivit avec chaque legs philanthropique. 5 millions à la bibliothèque de la ville de Paris. 5 millions au musée d'art moderne de Paris. Des montants moindres, mais tout de même substantiels, furent attribués aux refuges locaux, au programme d'alphabétisation et à l'école primaire où Marthe avait enseigné pendant 30 ans. À propos de Sarah et Michel Dubois, Richard déclara, d'un ton imperturbable malgré l'électricité palpable dans la salle, « Je reconnais le lien biologique qu'il partage avec mon fils, ainsi que la relation familiale lointaine entre Sarah Dubois, née Caldwell, et moi-même. » Sarah hocha la tête avec énergie, un espoir naissant dans son regard. Je reconnais également leur intérêt renouvelé pour les liens familiaux, qui a coïncidé exactement avec la divulgation publique de ma situation financière. Lueur d'espoir vacillante dans les yeux de Sarah. À Sarah et Michel Dubois, je lègue la somme symbolique d'1 € chacun. Un léger bruit étouffé s'échappa de la gorge de Sarah. Le visage de Michel se figea d'incrédulité. Ce legs n'est pas fait par malveillance, poursuivit Richard, mais en reconnaissance légale de leur existence, afin d'éviter toute contestation qu'ils aient été involontairement oubliés dans ma planification successorale. Madame Abernathy laissa échapper un discret « Ah » avant de se couvrir la bouche de ses doigts burinés par le temps. De plus, ajouta Richard en saisissant une enveloppe scellée attachée au testament, « Je leur lègue cette lettre, à ouvrir en privé. » Il tendit l'enveloppe à Sarah, qui la prit mécaniquement, l'expression vidée par le choc. Enfin, poursuivit Richard, à Elisa et Daniel Dubois, qui ne portent aucune responsabilité dans les choix de leurs parents et qui ont été privés de l'occasion de connaître leur demi-frère par aucune faute de leur part, je lègue la somme d'1 million d'euros chacun, à conserver en fiducie jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 35 ans ou terminent un cycle de formation supérieure, selon la première éventualité. Mes demi-frères et sœurs se redressèrent de surprise. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent, Daniel releva la tête pour la première fois depuis notre entrée dans le bureau. J'espère, lut Richard, que ce don les encouragera à poursuivre leurs études et à, peut-être un jour, bâtir les liens familiaux que les circonstances et les choix ont jusque-là empêchés. Michel se leva brusquement. C'est scandaleux. On ne peut pas simplement nous sommes une famille. Des liens de sang. Il me lança un regard chargé de reproches. Vous avez manipulé une femme âgée, l'avez isolée de sa véritable famille, Monsieur Dubois, intervint calmement Richard, Marthe avait 78 ans, pas 98. Sa lucidité avait été attestée par plusieurs médecins. De plus, elle menait une vie sociale active, siégeait dans 3 conseils associatifs et résolvait chaque dimanche matin, à la plume, les mots croisés du New York Times sans faute. Nous contesterons cela, insista Michel, le visage rougi par une colère sincère. Nous avons des droits, vous avez le droit d'essayer, répliqua Richard en remettant ses lunettes après la confrontation. Marthe l'avait anticipé également. Vous trouverez dans un codicille les dispositions relatives à toute contestation du testament. Si vous engagez une procédure judiciaire, les fonds destinés à Elisa et Daniel seront redirigés vers le fonds éducatif, et vous recevrez un relevé détaillé de vos contacts avec Marthe ou de leur absence inscrit dans le registre public.
L'édifice de leurs espérances s'effondra complètement. Sarah se leva, rassemblant son sac à main d'une main tremblante. « Ce n'est pas fini », dit Michel d'un ton dur, s'adressant désormais à Richard plutôt qu'à moi. « Nos avocats vous contacteront. » Richard acquiesça, imperturbable. « Ils sont priés de me joindre à mon bureau pendant les heures d'ouverture. Dois-je demander à mon assistante de vous envoyer mon barème d'honoraires pour répondre à des revendications frivoles ?» Le pasteur Durand, mal à l'aise face à la confrontation dans son bureau, s'excusa. « Peut-être devrions-nous conclure ? » Juste un point de plus, reprit Richard en fouillant à nouveau dans sa mallette. Marthe avait enregistré une vidéo il y a 6 mois, qu'elle avait demandé de diffuser en cas de résistance à l'exécution de ses dernières volontés. Il sortit une petite tablette et la posa sur le bureau. Elle avait anticipé chaque détail. Michel hésita, son arrogance vacillant. « Cela n'est pas nécessaire. Nous ne faisons qu'exercer nos droits légaux. » « Marthe pensait que vous le feriez, » répliqua Richard en activant l'écran. « Elle souhaitait vous parler directement. » La tablette montrait le visage de Marthe, ses cheveux argentés soigneusement coiffés, ses yeux bleus clairs et directs. Elle était assise dans son fauteuil favori dans notre maison de Versailles, entourée d'étagères remplies de livres. La voir ainsi, si vivante, si présente, m'envoya une vague de chagrin. « Bonjour, Sarah. »« Bonjour, Michel », commença-t-elle sans préambule. « Si vous regardez ceci, c'est que vous avez remis en cause mes volontés, exactement comme je l'avais prévu. » Sa voix demeurait posée, son regard inébranlable. « Je veux que vous compreniez une chose. Je vous ai pardonné de m'avoir abandonné, non pas parce que vous m'avez demandé pardon, ce que vous n'avez jamais fait, mais parce que laisser la colère dominer ne vous servirait à rien. Mais pardonner ne signifie pas excuser ou récompenser un comportement qui a causé tant de douleur. » Elle se pencha légèrement en avant. « L'argent ne vous appartenait jamais. Ni par le sang, ni par le lien, certainement pas par une démonstration de loyauté familiale. Si vous contestez mon testament, vous prouvez exactement que ma décision était la bonne. » L'image de Marthe sourit tristement à l'écran. « Lâchez prise, Sarah. Lâchez prise, Michel. Trouvez la satisfaction dans la vie confortable que vous avez bâtie. Et pensez que certaines dettes ne peuvent s'apaiser qu'avec un véritable remords et un cœur changé. » La vidéo s'arrêta. Le silence qui suivit emplissait la pièce d'une présence quasi palpable. L'exode du bureau du pasteur Durand se fit par étapes. D'abord, Michel sortit en trombe, marmonnant des menaces d'avocat, que cela n'est pas fini. Sarah le suivit, tenant fermement son sac et l'enveloppe scellée de Marthe, le visage figé par le choc. Leurs enfants restèrent, hésitants, partagés entre loyauté familiale et embarras évident. « Je suis désolée », murmura Elisa en passant près de moi, incapable de croiser mon regard, son excuse sincère. Daniel acquiesça avant de se dépêcher de rejoindre leurs parents. Caroline serra mon épaule. « Je m'occuperai des autres invités », proposa-t-elle. « Prends le temps qu'il te faut. » Le pasteur Durand s'excusa à nouveau, murmurant quelque chose sur la vérification de la réception. Bientôt, seul Richard, Madame Abernathy et moi restions dans le petit bureau, entourés des répercussions méticuleusement planifiées de Marthe. « Elle savait », dis-je enfin, rompant le silence. « Elle savait qu'il reviendrait pour de l'argent. » Madame Abernathy s'installa plus confortablement dans son fauteuil robuste. « Marthe connaissait les gens », déclara-t-elle simplement. « Après 30 ans d'enseignement, on apprend à déceler les comportements. » Richard commença à ramasser ses papiers. « Ta mère m'avait parlé de mettre à jour son testament après que les Dubois eurent envoyé une carte de Noël des plus présomptueuses en décembre dernier, leur première depuis 15 ans. Elle est arrivée 3 jours après que l'Orchestre de Paris eut publié sa liste annuelle de donateurs. » Marthe y était. En réalité, une donation substantielle avait été faite en ton nom. Pour des programmes d'éducation musicale. Une autre donation dont je n'avais jamais été informée. La générosité de Marthe avait toujours été discrète, presque secrète. « Il y a encore des choses à discuter », reprit Richard en sortant un autre dossier de sa mallette. « Mais peut-être dans un endroit plus confortable ?» 20 minutes plus tard, nous étions installés dans l'arrière-salle du bistrot Longfellow,
un petit établissement près du quartier latin que Marthe affectionnait pour ses liens littéraires et sa fameuse soupe de palourdes. Le boiserie sombre et le plafond bas créaient une atmosphère intime malgré la foule d'universitaires et d'étudiants présents un jeudi après-midi. Madame Abernathy sirotait son chéri. Marthe aurait approuvé de mener nos affaires ici plutôt que dans ce sinistre sous-sol d'église. Richard sourit pour la première fois de la journée. C'est elle qui l'avait suggéré, précisément. Elle disait que si les choses se passaient comme prévu, nous aurions tous besoin d'un bon verre après. La pensée que Marthe avait même organisé ces détails me fit esquisser un sourire mêlé d'amertume. Notre serveur apporta mon scotch pur, 2 doigts et s'éclipsa discrètement. Alors, quelle est cette autre chose dont nous devons discuter, demandai-je, submergé par l'émotion de cette journée. Richard ouvrit le dossier. Marthe voulait que tu comprennes l'intégralité du contexte de ton adoption et sa relation avec les Dubois. Certaines vérités seront peut-être difficiles à entendre. Madame Abernathy posa tendrement sa main sur la mienne. Elle ne voulait plus de secrets entre nous, mon cher. Plus aucun. Richard me tendit une coupure de presse jaunie. Le Monde, daté de 2 semaines après que tes parents t'eurent abandonné. Le titre annonçait « Un homme d'affaires local arrêté pour fraude dans un système d'investissement ». Le visage jeune de Michel Dubois apparaissait sur la photo granuleuse. Il dirigeait un schéma de Ponzi, expliqua Richard. Promettant aux investisseurs des rendements extraordinaires grâce à une société de développement pharmaceutique fictive. Lors de son effondrement, il risquait jusqu'à 20 ans de prison fédérale. Je parcourus l'article. Les détails se mêlaient fraude en valeurs mobilières, détournement de fonds, des dizaines de victimes, des millions de pertes. Ils n'ont pas simplement quitté parce qu'ils étaient dépassés par la parentalité, dit doucement Madame Abernathy. Ils prenaient la fuite. Mais peinai-je à comprendre cette révélation. S'il a été arrêté. La caution avait été accordée initialement, expliqua Richard. Puis, Sarah et Michel ont enfreint les conditions et ont disparu. Des huissiers fédéraux les ont recherchés pendant des années. À Lyon, murmurai-je, me souvenant de l'enquête privée. Ils se seraient réfugiés à Lyon. Sous de nouvelles identités, confirma Richard. Robert et Hélène Martin. Il a reconstruit sa vie dans la gestion d'investissements légalement cette fois, autant que nous le sachions. L'ampleur de la tromperie était stupéfiante. Ils n'avaient pas seulement abandonné mon enfance, ils avaient renoncé à toute leur vie, à leur identité. Comment Marthe l'a-t-elle découvert? Richard hésita, échangeant un regard avec Madame Abernathy. C'est là que la situation se complique. Marthe n'a pas été attribuée au hasard comme mère adoptive. Elle s'était portée volontaire spécialement pour ton cas. Le scotch brûla ma gorge lorsque je pris une gorgée trop longue. Que entends-tu par là? Madame Abernathy se pencha. Marthe avait reconnu le nom de ton père dans les articles. Sarah, ta mère biologique, était en réalité sa seconde cousine, bien qu'elle n'ait jamais été proche. Marthe t'avait rencontré une fois, lors d'une réunion familiale, alors que tu avais environ 4 ans. Elle s'en souvenait. La pièce sembla vaciller légèrement. Pendant toutes ces années, j'avais cru que notre rencontre était le fruit du hasard, une institutrice retraitée solitaire et un garçon abandonné réunis par un système de protection sociale débordé. Lorsqu'elle apprit ce qui s'était passé, elle alerta les autorités, poursuivit Richard. Elle se porta volontaire pour t'accueillir temporairement pendant qu'il cherchait d'autres membres de la famille. Mais il n'y en avait pas, ajouta Madame Abernathy. Ou aucun ne voulait s'impliquer dans une affaire aussi publiquement compliquée. L'arrangement temporaire devint permanent, conclut Richard. Marthe demanda l'adoption officielle après 6 mois. À ce moment-là, tes parents étaient devenus des fugitifs, leurs droits parentaux ayant été facilement révoqués en raison de l'abandon et des charges criminelles en cours. Je passai mon doigt sur le rebord de mon verre, essayant d'assimiler cette nouvelle version de ma vie. Donc, elle les connaissait. Elle savait qui j'étais depuis le début. Elle avait connaissance d'eux, corrigea doucement Madame Abernathy. Le lien familial était ténu. Mais oui, elle reconnut la situation et s'engagea par conséquent. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais dit la vérité?
Richard sortit un autre document, une lettre manuscrite sur le papier à en-tête familier de Marthe. Elle y expliquait sa raison. Essentiellement, elle voulait que tu te sentes choisi pour toi-même, et non par obligation familiale. Elle redoutait que connaître l'ampleur des crimes de tes parents ne soit un fardeau trop lourd pour un enfant déjà meurtri par l'abandon. Je dépliais la lettre, incapable de me concentrer sur les mots pour l'instant. Les révélations se bousculaient, redéfinissant ma compréhension de mon passé et de celle de la femme qui m'avait élevée. Il y a encore un point, dit Richard, sa voix s'adoucissant. À propos de l'héritage. Je ne me soucie pas de l'argent, répliquai-je machinalement. Marthe savait que tu dirais cela. Mais elle était catégorique sur ce point. Il me glissa un autre document. Les 5 millions qui te sont directement légués t'appartiennent, sans condition. Quant au fonds éducatif, celui destiné aux enfants placés et aux adoptés, tu n'en es pas seulement le fiduciaire, tu en serais aussi le directeur, si tu acceptes. À plein temps, avec un salaire conséquent. Marthe envisageait que ce serait l'œuvre de ta vie, en utilisant ton expertise financière pour développer le fonds tout en aidant des enfants qui, comme toi, ont commencé leur vie sur une base instable. Je fixai le document, une description de poste, en quelque sorte, pour un rôle spécialement créé pour moi par Marthe. Un projet bâti autour de mes compétences professionnelles et de mon histoire personnelle. Et elle ne voulait pas que la charité soit son héritage, expliqua Madame Abernathy. Elle souhaitait la transformation. Et elle croyait que tu étais celui qui pouvait y parvenir. Quand avait-elle planifié tout cela ? Ma voix me semblait lointaine. Le concept du fonds germait depuis des années, dit Richard. Mais les dispositions spécifiques furent finalisées après que son problème cardiaque se soit aggravé l'année dernière. Elle voulait s'assurer que tout soit en place. Notre serveur déposa discrètement devant nous un bol fumant de chowder de palourde, une tradition que Marthe avait instaurée lors de nos réunions hebdomadaires. Elle a commandé pour nous, demandai-je, la gorge nouée. Madame Abernathy sourit tristement. Le chowder de palourde, une tradition du vendredi, n'est-ce pas ? Cela avait bien été. Pendant des années, Marthe et moi avions terminé chaque semaine avec un chowder et de longues conversations dans ce même bistrot. Un rituel simple qui prenait désormais une valeur inestimable. Les Dubois, dis-je soudain en repensant à leurs menaces, pourraient encore contester le testament, exposer tout ceci. Richard secoua la tête en remuant son chowder. Peu probable. La lettre scellée que Marthe leur a laissée explique probablement ce qui adviendrait en cas d'action en justice. Et laquelle serait-elle ? La révélation de leur véritable identité. Le délai de prescription pour les crimes financiers est expiré, mais la fraude liée au vol d'identité et au numéro de sécurité sociale ne l'est pas. De plus, Michel ou plutôt Robert subirait de lourdes conséquences professionnelles si ses clients découvraient son passé. Je réfléchissais en goûtant le chowder riche, crémeux, exactement comme Marthe l'aimait. Elle avait pensé à tout. Elle a eu 15 ans pour planifier, dit Madame Abernathy. Depuis le jour où elle t'a ramené, elle a été déterminée à te protéger d'abord de la douleur de ton passé, puis des menaces sur ton avenir. Dehors, les rues de Paris continuaient leur rythme habituel, les étudiants se précipitant vers leurs cours en fin d'après-midi, les professeurs agrippant leurs tasses de café, les touristes consultant les plans du quartier latin. La vie continuait, inchangée malgré les bouleversements intérieurs. Il y a autre chose dans ce dossier, murmura Madame Abernathy, désignant une épaisse enveloppe que je n'avais pas encore ouverte. J'hésitai un instant avant de la prendre. Qu'y a-t-il ? L'histoire complète, expliqua Richard. Tout ce que Marthe a su sur tes parents biologiques, l'affaire judiciaire, le processus d'adoption. Nom des enquêteurs, documents de tribunal, articles de presse. Elle l'a compilé au fil des années, sans jamais oser te le révéler de son vivant. L'enveloppe me semblait extraordinairement lourde, non seulement par son contenu physique, mais par le poids des vérités longtemps cachées. Et tu n'as pas à l'ouvrir maintenant, me rassura Madame Abernathy. Marthe voulait simplement que tu aies l'option. Plus de secrets. Plus de vérités protégées. Je remis l'enveloppe sur la table, à côté de la dernière lettre de Marthe à mon égard, celle qui expliquait pourquoi elle avait gardé notre lien familial éloigné si longtemps. Elle t'a vraiment aimé, tu sais, dit doucement Madame Abernathy. Pas parce que tu étais de la famille,
ni par obligation. Elle t'a choisi, Jacques. Encore et encore, elle t'a choisi. Les larmes montèrent alors que le chaud d'air se brouillait devant mes yeux. Richard fit un signe discret au serveur pour une nouvelle tournée de verre. À Marthe, dit-il en levant son verre dès leur arrivée. Le plus bel exemple de ce que la famille signifie vraiment. À Marthe, répétèrent Madame Abernathy et moi, nos verres se rejoignant au centre de la table. Dehors, une neige légère commençait à tomber sur Paris, la première de la saison, transformant les rues du quartier latin en une scène hivernale digne d'une carte postale. Marthe avait toujours adoré la première neige. Le printemps vint à Paris avec son approche hésitante habituelle des matins frais laissant place à des après-midi suffisamment chauds pour porter des manches courtes, des cerisiers en fleurs le long de l'avenue des Champs-Élysées, des supporters de foot émergeant de leur torpeur hivernale avec un optimisme renouvelé. 4 mois s'étaient écoulés depuis les funérailles de Marthe, et le renouveau de la ville reflétait mon propre réveil progressif aux possibilités de la vie. Je me tenais devant la grande baille vitrée de mon nouvel appartement, regardant les piétons arpenter les rues pavées du Marais. Le condominium, avec sa vue imprenable sur la Seine, témoignait de ma nouvelle existence. Derrière moi, les architectes poursuivaient la rénovation d'un immeuble du XVIe siècle, alliant espace de travail moderne et éléments d'origine boiserie et cheminée préservés avec soin. Marthe aurait approuvé cet équilibre entre le respect de l'histoire et l'acceptation du futur. Monsieur Renaud, appela mon assistante, Gabriella, qui venait d'un programme de travail social de l'Université Paris-Dauphine et avait été ma première employée, son expérience du placement en famille d'accueil faisant d'elle la personne idéale pour notre mission. Les membres du conseil arrivent pour la réunion inaugurale du fonds. Merci, je descends tout de suite, répondis-je en redressant ma cravate, l'un des derniers cadeaux de Marthe, et en rassemblant mes documents de présentation. Aujourd'hui marquait le lancement officiel des activités du fonds, après des mois de préparation. Richard Blanchard avait orchestré la création juridique avec brio, tout en me guidant pour que je puisse façonner l'organisation selon la vision qui s'était lentement précisée dans mon esprit. La salle de conférence, autrefois la salle à manger formelle de la maison, était désormais dominée par une grande table ovale entourée de 12 chaises. Des visages familiers m'accueillirent en entrant, Madame Abernathy, représentant les liens de longue date de Marthe, le docteur Chen de l'hôpital Cochin, le professeur Washington de l'École des hautes études en sciences de l'éducation, des législateurs d'Île-de-France, des défenseurs de l'enfance et des experts financiers destinés à gérer le fonds considérable. Bienvenue à tous, débutai-je une fois les convenances échangées et le café servi. Je vous remercie d'avoir accepté de siéger à ce conseil. Chacun d'entre vous apporte une expertise essentielle pour réaliser la mission que Marthe Renaud avait imaginée. Pendant l'heure qui suivit, je détaillai la stratégie en 3 volets du fonds, des bourses d'études pour enfants placés et adoptés, des programmes de mentorat associant ces jeunes à des adultes ayant vécu des expériences similaires, et des actions de plaidoyer pour améliorer les systèmes d'adoption et de placement en famille d'accueil en Île-de-France. Les questions fusèrent d'abord timides, puis de plus en plus nombreuses, mêlant préoccupations pratiques sur les modalités de candidature à des interrogations plus profondes sur la manière de surmonter les impacts psychologiques des ruptures familiales. Lorsque la séance prit fin et que les membres du conseil repartirent avec leur mission, Madame Abernathy resta un moment. Marthe aurait été folle de fierté, dit-elle, les yeux pétillants malgré ses 80 ans. Non seulement pour l'organisation, mais pour toi, Jacques. Tu as trouvé ta voie dans la vie. Je hochai la tête, incapable de parler au-delà de l'émotion qui m'étouffait. Ces derniers mois avaient été une transformation, le deuil cédant la place à la détermination, la colère à l'action, la confusion à la clarté. Le fonds était devenu plus qu'un hommage à Marthe, il était devenu ma passion. « As-tu eu des nouvelles des Dubois ?» demanda-t-elle en m'accompagnant à la porte. Pas directement. Richard dit que leur avocat a fait quelques démarches, mais s'est rapidement retiré lorsqu'on lui a rappelé les conséquences. Et les enfants? Tes demi-frères et sœurs? J'hésitais. Elisa m'a écrit le mois dernier. Elle termine son master à Lyon. Elle aimerait venir à Paris cet été. Madame Abernathy sourit avec bienveillance. Marthe aurait approuvé ce lien également. Après l'avoir accompagnée jusqu'à sa voiture, je retournai dans mon bureau où Richard Blanchard m'attendait, sa mallette en main. « Réunion productive ?» demanda-t-il en jetant un œil aux notes éparpillées sur mon bureau. « Très. »
Nous sommes prêts à annoncer nos premiers lauréats de bourse le mois prochain. 25 étudiants de toute la région. Richard hocha la tête avec approbation. J'ai les derniers papiers concernant la maison de Versailles, dit-il en sortant un dossier de sa mallette. Une fois que tu auras signé, le transfert à la Société historique de Versailles sera achevé. J'avais décidé de donner la maison de Marthe plutôt que d'y vivre, les souvenirs étaient trop intenses, trop douloureux. La Société historique préserverait le jardin et la bibliothèque chérie de Marthe, en les ouvrant au public. Alors que je signais les documents, Richard s'éclaircit la gorge. Il y a une autre affaire. Un courrier est arrivé hier à mon bureau, expédié par le facteur de Lyon. Ma main se figea sur le papier. De leur part? De Sarah Dubois ou techniquement, de Carson. Adressé à toi, dit-il en posant une enveloppe crème sur le bureau. J'ai pris soin de la faire examiner. Aucune menace juridique, seulement des propos personnels. Je fixai l'enveloppe, mon nom inscrit d'une écriture méconnue. Merci. Je la lirai plus tard. Richard hocha la tête, rassemblant les documents signés. Marthe m'avait un jour confié, dit-il avec précaution, que pardonner ne consiste pas à excuser les actions ou à réintégrer les gens dans ta vie. Cela consiste à refuser de laisser la colère contrôler ton avenir. Après son départ, je restai seul avec la lettre non ouverte pendant près d'1 heure, observant la lumière de l'après-midi se mouvoir sur les toits du Marais. Finalement, je brisai le sceau. Cher Jacques, tu as toutes les raisons de jeter cette lettre sans la lire. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Ce que Michel et moi avons fait en t'abandonnant que dans notre comportement lors des funérailles de Marthe est impardonnable. Je ne te donnerai aucune excuse. La lettre de Marthe nous avait dévoilé l'ampleur de notre égoïsme. Elle savait exactement qui nous étions et ce que nous avions fait. La femme avait l'esprit d'une détective et la sensibilité d'un poète face aux faiblesses humaines. J'écris sans que Michel ne le sache. Notre mariage touche à sa fin, une autre victime des vérités trop longtemps ignorées. La personne que je suis devenue pour survivre à nos choix n'est plus celle que je reconnais ni respecte. Je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que le dernier geste de protection de Marthe a fonctionné exactement comme elle l'avait voulu. Elle nous a forcés à affronter ce que nous sommes réellement. L'héritage que tu mets en place en son nom fait même parler de lui ici à Paris. Tes demi-frères et sœurs te décrivent avec curiosité et une certaine admiration. Peut-être qu'un jour, ce que Marthe a fait pour toi, ce qu'elle a construit avec toi est extraordinaire. Je vois maintenant ce qu'est le vrai sens de la parentalité. J'ai raté cette opportunité, et je le regrette éternellement. Sarah, je pliai soigneusement la lettre et la déposai dans le tiroir de mon bureau. Ni cathartique ni dévastatrice, elle existait simplement un autre fragment de la mosaïque complexe de mon histoire. Mon téléphone vibra, me rappelant que j'avais rendez-vous dans une 30aine de minutes au lycée Louis-le-Grand pour m'entretenir avec le groupe de soutien destiné aux enfants placés. La vie continuait, l'objectif m'appelait. L'auditorium du lycée grouillait d'adolescents alors que j'approchais du podium. 50 élèves, certains attentifs, d'autres visiblement là uniquement parce que la présence était obligatoire, me regardaient. Je m'appelle Jacques Renaud, commençai-je en posant mes notes. Il y a 15 ans, mes parents biologiques m'ont abandonné dans un appartement de Montmartre. J'avais 7 ans. Le silence se fit, les appareils électroniques furent éteints. Pendant 3 jours, j'ai mangé des céréales sèches, ne sachant pas ouvrir le carton de lait. J'ai dormi sur le canapé, terrifié à l'idée de m'aventurer seule dans ma chambre. J'attendais, fixant la porte, espérant le retour de ceux qui ne revenaient pas. Une jeune fille au premier rang arborant un badge d'identification d'un foyer d'accueil se pencha légèrement en avant. Je ne vous raconte pas tout cela pour susciter de la pitié. Je le fais parce que nombre d'entre vous ont vécu des expériences similaires. Les détails diffèrent, mais le thème reste le même, des adultes incapables ou réticents à assumer leurs responsabilités à votre égard. Des hochements de tête se firent entendre dans l'assemblée, des regards empreints de maturité malgré leur jeune âge. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Une institutrice retraitée, Marthe Renaud, m'a ramenée à la maison. Non pas par devoir, ni parce que nous étions liés par le sang, mais parce qu'elle m'a choisi. Je décrivis la vie auprès de Marthe, la stabilité,
les encouragements, la foi inébranlable en mon potentiel et comment elle avait créé une famille au quotidien, non pas par le lien biologique, mais par des actes concrets. Le fonds que je dirige aujourd'hui existe pour offrir ce que Marthe m'a apporté, opportunité, soutien et la conviction fondamentale que nos débuts ne déterminent pas notre avenir. Pendant l'heure qui suivit, je présentais les bourses, les programmes de mentorat et les services de soutien désormais disponibles. Les questions affluèrent, d'abord hésitantes puis de plus en plus nombreuses, mêlant préoccupations pratiques sur les procédures aux interrogations sur la manière de surmonter les séquelles psychologiques d'une rupture familiale. À la fin de la séance, la jeune fille du premier rang s'avança vers le podium. Son badge l'identifiait comme Tasha Laurent, élève de seconde. « Est-ce difficile ?» demanda-t-elle franchement. « Leur pardonner ?» Je réfléchis longuement avant de répondre. Je travaille encore sur ce point. Mais j'ai appris que le pardon n'est pas une décision unique, c'est un processus. Et il s'agit plus de se libérer soi-même que d'excuser les autres. Elle hocha la tête, absorbant ces mots. La femme qui t'a accueilli Marthe semble incroyable. Elle l'était. Ma mère d'accueil fait de son mieux, dit Tasha avec la réserve propre aux adolescents. Mais elle s'occupe de 4 d'entre nous maintenant ? Parfois, essayer suffit, répondis-je doucement. Et parfois, nous construisons notre famille avec des pièces différentes de celles dans lesquelles nous sommes nés. Plus tard, en regagnant le Marais dans le tumulte du trafic du soir, je fis un détour par Versailles. La maison de Marthe y avait déjà l'air différente, le nouveau paysagisme en cours, un panneau annonçant le futur centre communautaire et jardin Marthe Renaud. Je me garantais en face de la maison, observant les spécialistes de la préservation retirer avec soin un vitrail qui avait été la fierté de Marthe, un pan aux bleus et verts éclatants, qui illuminait notre table de petit déjeuner depuis des années. Il serait réinstallé à l'intérieur, à l'abri du temps et des intempéries. Il y a 5 mois, j'étais resté figé dans le deuil, regardant le cercueil de Marthe être descendu dans le sol de Paris. Aujourd'hui, j'avais parlé à 50 jeunes dont la vie pouvait changer de direction grâce à la prévoyance et à la générosité de Marthe. La symétrie semblait juste une fin et un commencement, une fermeture et une ouverture. Un texto arriva d'Elisa Dubois, mon vol pour Paris est réservé du 12 au 18 juillet. On se voit ? Je répondis aussitôt, sans hésiter, oui. À bientôt. Le soleil se couchait, enveloppant Versailles d'une lumière dorée. Je repensais à la lettre de Marthe, que j'avais finalement lue un mois après les funérailles. Son explication pour avoir gardé notre lien familial lointain avait été simple, je devais être choisi pour qui j'étais, et non pour mon ADN. Elle souhaitait la même chose pour chacun de nous. Au crépuscule, je quittai la maison qui avait été mon foyer pendant 15 ans, en me dirigeant vers l'avenir que Marthe avait contribué à rendre possible non pas à travers les millions légués, mais par les choix quotidiens qui m'avaient appris ce que signifiait vraiment la famille. Le fonds éducatif Marthe Renaud venait à peine de démarrer ses activités. Et moi aussi. Mais nous avions une base solide bâtie non sur l'accident de la naissance ou le hasard de l'adoption, mais sur le choix délibéré et constant de créer quelque chose de durable à partir d'un commencement brisé. Marthe m'avait enseigné que la famille n'est pas un lien du sang, mais ce que l'on construit, choix après choix, jour après jour. Et maintenant, j'avais l'opportunité d'étendre cette leçon à d'autres qui, comme moi, devaient apprendre que leur valeur ne se mesurait pas à ceux qui les avaient abandonnés.